Chers amis, bonjour, bienvenue sur openboxtv.fr, l'émission de géopolitique, géostratégie d'Alain Juillet. Et dans le prolongement de nos émissions, nous avons invité des auteurs. Nous avons aujourd'hui invité Tigran Yegavian, qui va vous parler du Haut-Karabakh et de la géopolitique de l'Arménie. Alors bien évidemment, l'Arménie, et Alain Juillet ne me contredira pas, l'Arménie est un pays qui a une place à part dans le cœur des Français, en tout cas d'un certain nombre de Français. Et nous sommes très heureux d'accueillir cet auteur arménien pour nous parler de cette problématique très importante. Alain, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est vraiment un sujet très très important. Absolument, et c'est un sujet non seulement important, mais méconnu par la plupart des Français, alors qu'on a une très grosse colonie, on peut dire colonie arménienne, une population arménienne qui vit en France depuis le génocide dont on parlera tout à l'heure. J'ai souhaité interviewer, discuter aujourd'hui avec Tigran Yegavian. Pourquoi ? C'est parce qu'une chose m'a frappé. Nous avons une guerre, depuis 3 mois, 4 mois, on a une guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, dans laquelle tous les Occidentaux, les États-Unis bien entendu, mais également l'Europe, tout le monde parle de ces pauvres Ukrainiens qui sont écrasés par les horribles soviétiques, puisque les Russes sont confondus avec tout ce qu'il y a pu avoir avant. Bon. On vient de vivre, il y a quelques mois, une autre guerre où les Azerbaïdjanais ont attaqué une partie de l'Arménie, le Haut-Karabakh, et là, personne n'en a parlé. Et dans un silence assourdissant, eh bien, on a eu des gens d'un pays soutenus par les Turcs, les Azerbaïdjanais, et soutenus par d'autres, parce qu'il n'y a pas eu il y a eu Israël aussi qui a fourni du matériel à l'Azerbaïdjan pour pouvoir faire la guerre. Et en face, on avait les Arméniens, et les Arméniens, les seuls qui les ont soutenus, c'est les Russes. Alors, 2 poids, 2 mesures, et moi ça m'a gêné quand on se souvient de ce qu'ont vécu les Arméniens depuis le fameux génocide. C'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui c'était intéressant d'inviter donc notre ami Tigran Yegavian, qui est à la fois chercheur, rédacteur dans la revue Conflit, que tous les gens qui font de la géostratégie connaissent, et qui en plus est l'auteur des 2 livres dont vous venez de parler. Alors c'est pour ça que je me suis dit, on va en profiter. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter d'un pays, d'une zone méconnue, mais qui véritablement vaut le coup, à tout point de vue. D'abord, c'est une zone magnifique, un pays magnifique. C'est un pays c'est toute l'histoire du monde. Souvenez-vous quand même qu'en haut du mont Ararat, selon la légende, selon la Bible, il y a l'arche de Noé, donc il ne faut quand même pas. Donc, vous voyez, on est quand même au cœur de notre civilisation. Eh ben, il faut peut-être aller un peu plus loin et essayer de comprendre ce que c'est, ce qui s'est passé. Donc, je voulais parler et discuter avec Tigran de tout cela, sachant aussi que si on n'a pas tous les éléments de l'histoire, et c'est un premier temps ce que je lui demanderai un peu de nous rappeler, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment où les Turcs, parce que s'il faut les appeler par leur nom, les Turcs ont décidé d'éliminer la population arménienne qui se trouvait dans leur zone, je dirais, d'environnement. Et donc, si vous voulez bien, on commence un peu par un rappel historique, parce que qui peut le mieux faire que vous, et puis après, on ira sur tout le reste, parce qu'il y a plein de questions et plein de choses. Merci de votre introduction et de votre invitation, et je pense que je commencerai mon propos par cette boutade polonaise, échangerai meilleure histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique. Et je crois que c'est vraiment une boutade qui s'applique au cas arménien, étant donné que l'Arménie, comme les cartes l'attestent, se situe donc à l'est de l'Asie mineure, au carrefour des grandes invasions. Au carrefour des grandes invasions. On parle vraiment d'une vieille civilisation trimillénaire qui est fière de son appartenance à la chrétienté en tant que première nation à avoir embrassé la foi chrétienne en 300 après Jésus-Christ, mais une nation qui porte sa croix depuis déjà très fort longtemps, du fait de cet emplacement géographique qui lui est funeste.
et aussi du fait que c'est un peuple qui souffre essentiellement d'une chose capitale qui n'est pas assez abordée quand on apporte la géopolitique de l'Arménie, c'est l'absence de culture étatique. L'absence de souveraineté politique dans son histoire. L'Arménie, en tant qu'entité politique, n'a jamais véritablement existé, en tout cas sur le long terme, dès le IVe siècle après Jésus-Christ, car son territoire s'est retrouvé très tôt partagé entre des entités rivales, entre des empires rivaux. À l'ouest, l'Empire romain d'Orient, qui deviendra plus tard l'Empire byzantin, à l'est, les Parthes, qui deviendront plus tard les Perses sassanides, puis plus tard, à l'ouest, les Ottomans, puis les Perses, puis les Russes. Et aujourd'hui, on se trouve encore dans cette même configuration où le petit territoire qui reste, cette portion congrue de l'Arménie actuelle, qui représente que 10% seulement de l'Arménie historique, est encore coincé entre des blocs, des géopolitiques antagonistes. Et l'Arménie n'a jamais réussi vraiment à nouer des alliances avec des partenaires qui pourraient garantir leur sécurité. Et on verra bien que le partenariat, la nature de la relation avec la Russie est fort complexe. Et vous l'avez dit, mais c'est peut-être bon de le préciser, les Arméniens sont des chrétiens orthodoxes. Les chrétiens orientaux. Orientaux. Alors plus précisément. Précisons. Alors précisons, allez-y. Petite parenthèse théologique. Pour les gens, c'est important pour nos auditeurs de comprendre un peu toutes ces différences, parce que là aussi, on rentre dans un des problèmes. On les a très longtemps qualifiés de schismatiques, parce que l'Église arménienne s'est séparée du tronc commun romano-byzantin en 451. Qu'est-ce qui se passe en 451? C'est un concile de Chalcédoine. Chalcédoine, donc c'est pas très loin de l'actuelle Constantinople, dans lequel on discute la nature divine du Christ. Est-ce que le Christ est homme ou Dieu, ou les deux à la fois? Donc c'est le miaphysisme versus le monophysisme. Et le fait est que les Arméniens ne peuvent pas envoyer une délégation au concile, car ils étaient en guerre contre les Perses sassanides qui voulaient les convertir au zoroastrisme, et les conclusions du concile ont été mal interprétées. Mais toujours est-il qu'au-delà de l'argument purement théologique, christologique, il y a aussi un argument géopolitique, puisque pour les Arméniens, il était important d'affirmer leur indépendance par rapport à Byzance, pour pouvoir se constituer en état tampon entre les Perses et les Byzantins. Donc, la motivation première de cet éloignement du tronc commun, elle est de nature géopolitique. Donc l'Église arménienne est une église, on va dire, autocéphale. Ça veut dire qu'elle a sa propre hiérarchie, son propre pape, le Catholicos, qui siège à Etchmiadzin, que le Vatican arménien, le Saint-Siège d'Etchmiadzin dans la banlieue d'Erevan. Mais les turpitudes de l'histoire du peuple arménien font que cette église elle-même est fragmentée en plusieurs autorités, puisque nous avons aujourd'hui deux catholicosats, un catholicos en Arménie, un autre au Liban, qui est donc le fruit d'une histoire médiévale qui remonte au royaume arménien de Cilicie, donc au sud du mont Taurus en Anatolie. Et vous avez deux patriarcats, un patriarcat à Jérusalem, car la présence arménienne à Jérusalem remonte aussi au 5e siècle, plus un patriarcat à Constantinople, actuel Istanbul. Donc c'est une église fragmentée, mais unie dans le dogme, unie dans l'appartenance à la famille des chrétiens orientaux non chalcédoniens, auxquels appartiennent les Coptes d'Égypte, les Coptes éthiopiens et soudanais, l'église syriaque orthodoxe d'Antioche, dont le siège est à Damas, et les églises syriaques d'Inde. Vous avez des patriarcats syriaques aussi en Inde. Donc c'est un groupe à part, mais c'est une église aussi qui joue un rôle important. Ce que je trouve très intéressant, entre autres choses, puis on va parler de beaucoup d'autres choses, mais effectivement cet aspect religieux est essentiel à mes yeux, parce que dans cette zone, alors ce ne sont pas les seuls, dans cette grande famille chrétienne orientale dont vous avez parlé, mais ils ont joué un rôle essentiel. Et pour nos auditeurs, une petite histoire, on nous parle, et récemment encore, on parle de l'ordre de Malte. Vous savez, on a parlé avec le pape et l'ordre de Malte, et avant on a parlé de la création de l'ordre du Temple à Jérusalem pour défendre les pèlerins. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant même que les croisés atteignent Jérusalem et que les ordres hospitaliers et militaires des croisés soient créés, comme c'est l'ordre du Temple, il y avait déjà un ordre militaire et hospitalier qui aidait les pèlerins qui allaient à Jérusalem. C'était l'ordre de Saint-Lazare, qui était un ordre créé par les chrétiens arméniens. Et c'était les premiers à défendre les pèlerins qui allaient, avant l'arrivée des croisés, faire le pèlerinage vers Jérusalem. Pour vous dire que, donc là on est dans l'histoire de toute la zone, c'est ce que vous disiez, et ça va depuis l'Inde jusqu'à chez nous.
Et puis on arrive en définitive, parce que c'est un des grands moments, il y en a beaucoup d'autres, mais il faudrait énormément de temps, mais votre livre le raconte. Il y a une deuxième étape, c'est effectivement les Turcs qui vont essayer de régler, malheureusement, et dans le pire des sens, le problème des Arméniens. Alors, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots quand même? Parce que là-dessus, ça a été... Les Turcs, bien entendu, M. Erdogan dit que ça n'existe pas, mais enfin, la plus grande partie des pays du monde ont reconnu que c'était le premier grand génocide du siècle dernier. Il ne faut pas l'oublier. Le premier génocide du XXe siècle, c'est le massacre des Namibiens, des Herero, au début du XXe siècle, mais c'est vraiment le vrai crime originel, c'est le génocide des Arméniens qui répond à une politique très concrète d'ingénierie démographique et je dirais même de darwinisme social. C'est quoi le darwinisme social? C'est la sélection naturelle. Nous vivons dans un contexte où l'Empire ottoman agonisant n'est plus une entité multiraciale, pluriconfessionnelle, telle que nous l'avions vécu à la fin du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Les reculs, le démembrement, les pertes territoriales dont accusent les Ottomans tout à la fin, au cours du XIXe siècle, renforcent, si vous voulez, le sentiment que pour survivre, l'élément dominant, c'est-à-dire l'élément turc sunnite, doit avoir son propre État-nation. Et cet État-nation, il doit être sanctuarisé dans un territoire, et ce territoire, c'est l'Anatolie. Or, en Anatolie, vous avez des Kurdes qu'on peut éventuellement assimiler au nom de la fraternité musulmane, mais vous avez beaucoup de Grecs, vous avez beaucoup d'Arméniens et des Syriaques, des Chaldéens, des Yézidis, etc., etc. Or, le problème étant que les Arméniens se sont constitués en élite dans l'Empire ottoman. Constantinople est une ville qui abrite plus de 200 000 Arméniens, parfaitement formés, qui suivent une éducation à l'européenne, donc en mesure de constituer une vraie nation. Et ça, aux yeux des élites positivistes, jeunes Turcs, formés en France notamment, mais pas uniquement, c'est un danger, c'est un véritable danger. Et depuis déjà... depuis le XIXe siècle, on assiste à chaque fois qu'il y a un conflit entre l'Empire russe et l'Empire ottoman à des massacres de populations arméniennes qui se situent justement dans les zones frontalières entre les deux empires et à un recul démographique de la présence arménienne qui est facilité par l'afflux des réfugiés musulmans fuyant le Caucase, dont je parle des Tcherkèzes, et aussi les musulmans qui sont chassés des Balkans, par justement les populations chrétiennes des Balkans qui se révoltent contre l'Empire ottoman. Et donc le fait qu'il y ait une homogénéisation de l'Anatolie est défavorable bien entendu à l'élément chrétien, mais aussi on assiste à un traumatisme de la part des élites turques qui, soit dit au passant, sont originaires de l'Europe. Les élites turques qui ont ce dessein d'exterminer la nation arménienne sont des Turcs des Balkans. Ce ne sont pas des Turcs d'Anatolie ou d'Asie centrale. Alors vous avez cette idéologie qu'on appelle le panturquisme, le pantouranisme, qui consiste à unifier tous les peuples turcophones sous un même drapeau, mais ce n'est pas le seul élément. Le premier facteur, le premier élément déclenchant, c'est Abdulhamid, le sultan Abdulhamid, sultan rouge, soit dit au passage qui était de mère arménienne, qui va procéder à un premier massacre proto-génocidaire en 1894, avec 300 000 morts arméniens. Et c'est à partir de ces massacres que vous allez connaître en Europe occidentale, surtout en France, mais un petit peu au Royaume-Uni, un mouvement arménophile, un peu calqué sur le mouvement hellénophile, qui défendra, si vous voulez, les Arméniens contre les ténèbres turques, la barbarie turque. Mais ce même mouvement arménophile, plus tard, va se trouver faussé par le discours positiviste des jeunes Turcs qui prennent le pouvoir en 1908. Derrière, d'ailleurs, c'était beaucoup il faut le rappeler, ce n'est pas un tabou, beaucoup de ces jeunes Turcs appartenaient à la franc-maçonnerie, ils avaient milité dans la franc-maçonnerie et donc étaient porteurs de ces idéaux de progrès. Oui. Tout à fait. Et une partie des élites arméniennes qui ont collaboré avec les jeunes Turcs se sont retrouvées dupées par cette illusion qu'on ne pouvait réformer de fond en comble l'Empire ottoman et que le principe d'égalité était applicable pour tous les citoyens de l'Empire, quelle que soit leur religion. Donc c'était se heurter, si vous voulez, aux réalités des sociétés anatoliennes. Donc ça c'est un premier point, c'est 1908, le coup d'État des jeunes Turcs, le rétablissement de la Constitution et cette espérance, cet espoir vain que finalement, enfin, on va pouvoir appliquer les réformes, ces fameuses réformes qui avaient été abordées lors des grandes conférences internationales, notamment de Berlin, pour améliorer la condition catastrophique de la paysannerie arménienne dans les provinces de l'Est, c'est-à-dire les 6 vilayets orientaux de l'Empire ottoman. Donc le premier argument, s'il faut comprendre, c'est qu'en aucun cas, vous observez dans l'Empire ottoman, chez les Arméniens, une velléité autonomiste ou indépendantiste, contrairement à ce qui se passe dans les Balkans.
Ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme les Bulgares ou les Roumains qui demandent leur indépendance. Là, les Arméniens demandent juste à améliorer leurs conditions de vie car ils sont tributaires d'un double joug, le joug turc mais aussi le joug kurde qui les opprime et qui les traite comme des serfs. La Première Guerre mondiale qui survient en 1914 va permettre aux élites turques de parachever leur dessein génocidaire, car ce qui compte pour eux, c'est une Anatolie sans Arméniens. Et le fait que les Occidentaux soient occupés ailleurs, ça donne le prétexte d'annuler les réformes et de commencer des déportations de masse. Et ces déportations-là, elles vont commencer sous le prétexte de l'autodéfense des Arméniens de la région de Van. Van, qui est une région du berceau historique de l'Arménie ottomane, s'était défendu contre des massacres locaux dans le contexte du reflux des armées ottomanes qui étaient vaincues sur le champ de bataille face aux Russes. Donc ce prétexte de l'autodéfense va encourager les élites turques à déporter, exterminer dans un premier temps ces populations d'Arménie orientale, mais surtout déporter l'intelligentsia d'Istanbul qui est arrêtée, qui est raflée le 24 avril 1915, qui est le coup d'envoi, on va dire, officiel de ce génocide qui va se perdurer même après la Première Guerre mondiale, au tout début des années de Mustafa Kemal, qui parachève l'entreprise d'homogénéisation de l'Anatolie pour en faire une Turquie sans chrétiens, une Turquie aux Turcs. Et comme vous disiez, il y a eu le génocide s'est comporté, il y avait par les assassinats sur place, mais il y a eu aussi des camps de déportation. Je sais qu'il y en avait en Syrie, il y en avait la Syrie actuelle et partout, il y a eu des camps où on envoyait les gens à la mort, bien entendu. Ce génocide se déroule en plusieurs étapes. Vous avez d'une part l'extermination sur place des populations arméniennes des régions les plus stratégiques, c'est-à-dire les vilayets orientaux, notamment la région de Mouch, de Van. Et puis vous avez une déportation qui va se dérouler depuis l'Anatolie centrale et occidentale, puisque les Arméniens étaient dispersés partout. À l'exception des Arméniens d'Istanbul et de Smyrne, la totalité des Arméniens ottomans ont été déportés. Et la destination finale, c'était les déserts de Syrie, où on espérait qu'ils allaient mourir, en tout cas en route. Et puis, après 1916, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup d'Arméniens vivants en Syrie, notamment dans la région de la vallée de l'Euphrate, vers Derzor. Et donc, la deuxième étape du génocide consiste à les exterminer sur place. Ce génocide-là va pouvoir être stoppé grâce à la victoire des Alliés qui vont refluer, donc les armées britanniques et françaises qui vont remonter par la Mésopotamie et le Proche-Orient. Et effectivement, les Arméniens perdent 2/3 à peu près de leur population. À peu près combien 1,5 million. 1,5 million de morts en 4 ans. C'est pas rien quand même. Sachant qu'une partie de la population a pu se réfugier en Arménie russe du fait de la retraite des forces russes. Mais effectivement, c'est une tragédie sans nom car non seulement les Arméniens ont perdu, si vous voulez, les forces vives de leur nation, mais ils ont perdu aussi l'intelligentsia, ils ont perdu leur élite. Bien sûr, ils ont perdu leur élite. Oui, et quand vous perdez une élite décimée, vous mettez beaucoup plus de temps à vous reconstruire. Et je crois que les Arméniens continuent de payer, si vous voulez, le prix du génocide. C'est un génocide parfait, il s'est déroulé en 3 temps. Premier temps, extermination physique de la nation arménienne. Deuxième temps, extermination politique, puisque la République d'Arménie, ce petit territoire qui s'était constitué dans le Caucase, n'a survécu que 2 ans et demi, puisqu'il a été après dépecé d'une part entre les kémalistes turcs qui l'ont attaqué par l'Est, et puis les bolcheviks qui l'ont soviétisé depuis le Nord. Donc c'était une proie qui a été partagée. Et c'est important parce qu'on reviendra là-dessus pour parler du Karabakh. C'est ce condominium bolchevico-turc kémaliste. Et enfin, assassinat diplomatique, puisque en 1923, le traité de Lausanne enterre la question arménienne. Elle est plutôt abordée, alors qu'elle avait été abordée à Versailles lors de la grande conférence de la paix, puisque le but des Arméniens, c'était d'apparaître comme une nation belligérante aux côtés des Alliés. Il y avait des volontaires arméniens, une délégation nationale arménienne qui était alliée de la France, et qui a participé aussi avec ses maigres effectifs à l'effort de guerre. Donc, on annihile diplomatiquement aussi la question arménienne, qui mettra des décennies de torpeur pour renaître de ses cendres au milieu des années 60. Alors, après ce drame, donc, il va y avoir quand même la constitution du côté des Russes, du côté soviétique, du moins d'une Arménie, d'une zone arménienne. Une République soviétique d'Arménie. La République soviétique d'Arménie, qui va rester comme la seule entité arménienne. Politiquement parlant, oui. Politiquement parlant, hein. On est bien d'accord. Mais donc, l'Arménie est une république soviétique qui a son existence, qui fonctionne, et arrive la chute du mur de Berlin, l'ouverture de l'explosion de l'Union soviétique, avec M. Gorbatchev qui vient de disparaître. Et à ce moment-là, l'Arménie va se retrouver indépendante.
hein, c'est bien ça. Elle est indépendante, même si elle a des liens très forts avec la Russie, et c'est normal puisqu'elle en faisait partie, et que ça ne s'est pas si mal passé que ça. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous racontiez avant sur les Turcs, même s'il y a eu des batailles avec les bolcheviks, c'était quand même pas mal. Par rapport à la version turque des relations avec les Arméniens, la version, je dirais, russe était meilleure. L'Arménie, le territoire arménien, c'est une peau de chagrin. Ouais. Déjà, la République d'Arménie, qui est soviétisée en 1920, se retrouve amputée de territoires qui sont en grande partie offerts à l'Azerbaïdjan. Je veux parler du Nakhitchevan, qui est une région autonome, qui est une exclave, qui a été complètement désarménisée. Il y a eu un véritable nettoyage ethnique en quelques décennies. Et le Haut-Karabakh, donc, qui est le sujet aussi de notre rencontre d'aujourd'hui, qui était un des berceaux historiques du peuple arménien, qui a abrité une des premières écoles justement médiévales arméniennes, où il y a beaucoup de monastères, une vraie tradition guerrière aussi, qui est offert en 21 aux Azéris. Parce que le calcul à l'époque du pouvoir bolchevique, et notamment Staline, qui n'était pas le même Staline qu'on a connu après, mais qui était commissaire aux nationalités, divisé pour régner aux marges donc, de l'Empire. Il ne fallait pas que les nationalismes soient trop exacerbés, et apporter un gage d'amitié à la Turquie kémaliste qui n'avait pas encore choisi son camp, qui n'était pas encore alignée sur le camp occidental, et qui était une puissance anti-impérialiste. Et puis, bien entendu, un gage d'amitié au peuple musulman turcophone, notamment le peuple tatar, on ne disait pas encore azéri, où on produisait énormément de pétrole. Donc, 1921, c'est une date à retenir parce que c'est l'année où le Karabakh est arraché à l'Arménie, mais la population reste encore 95%, 98% arménienne. Arménienne, exactement, ça fait partie du cœur de l'Arménie. Et jamais les Arméniens du Karabakh n'ont accepté cette situation de fait, et on voit bien que pendant toute cette période, les Arméniens du Karabakh ont fait l'objet d'une vraie tentative d'extinction de la part de l'élément azéri. L'Arménie s'en est mieux sortie, pourquoi ? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'elle a bénéficié aussi du pouvoir soviétique, et ça s'est concrètement traduit après les purges staliniennes, après toute cette période sinistre, par un fantastique développement économique, technologique, intellectuel. Les années 60-70 voient l'émergence d'une véritable élite arménienne soviétique, très compétente dans les domaines de la recherche à forte valeur ajoutée, l'astronomie, la physique, la chimie, et puis aussi une intelligence arménienne qui, profitant du dégel post-stalinien, participe à tout un courant national de réécriture de l'histoire, parce que c'était aussi l'époque où tous ces peuples soviétiques avaient leur propre historiographie, et on arrive progressivement à la période de la perestroïka. La perestroïka, c'était cette ouverture démocratique prônée par Mikhail Gorbatchev, et le Haut-Karabakh va devenir une sorte de laboratoire de cette perestroïka, puisque la population autochtone arménienne du Karabakh revendique, au nom justement du droit à disposer d'eux-mêmes, des dispositions de la Constitution soviétique, un rattachement à l'Arménie soviétique dans le cadre de l'URSS. C'est-à-dire que juste les frontières administratives, ils demandent juste une modification des frontières administratives et de passer directement sous la tutelle d'Erevan plutôt que celle de Bakou. Or, la réponse de Moscou va être très nette, elle va être franche. Moscou ne va pas laisser les armées du Karabakh se revenir dans le giron de la mère patrie, et les Azéris vont répondre par des pogroms. Des pogroms qui vont se dérouler dans plusieurs villes d'Azerbaïdjan, à Sumgait notamment au nord de Bakou, plus tard à Bakou, à Kirovabad, où on va massacrer les Arméniens, suivant un peu le même mode opératoire des massacres auxquels les Arméniens avaient été victimes à Bakou en 1918, puisqu'il faut savoir que les Arméniens du Karabakh ont souffert aussi d'une politique de nettoyage ethnique dans la période 18-21. Donc nous avons, après les Turcs, il y a une petite république soviétique qui se fait et qui se développe après les difficultés, mais qui ensuite se développe bien. L'autre partie qui leur a été enlevée, qui est le Haut-Karabakh, toute la zone qui est partie en Azerbaïdjan en particulier, cette zone-là, ils continuent à se sentir arméniens, c'est bien ça. Et dans cet environnement, ils essaient de garder leurs traditions et autres. Et de l'autre côté, les Azerbaïdjanais qui ne supportent pas ça, les Azéris, disent ça suffit et se mettent à pratiquer des méthodes extrêmement violentes pour les éliminer. Et puis il va se passer quelque chose quand même. C'est que cette partie du Haut-Karabakh, elle va revenir vers l'Arménie. En 1988, on assiste à Stepanakert, la capitale de la région autonome du Karabakh, et à Erevan, à des manifestations monstres réclamant leur attachement à l'unité. Et progressivement, cette séquence pacifique va basculer vers une véritable guérilla de la part des armées du Karabakh pour l'autodéfense contre les massacres. Et en 1991, profitant donc de l'éclatement de l'Union soviétique,
l'Arménie proclame son indépendance, l'Azerbaïdjan proclame son indépendance et annule le statut d'autonomie du Karabakh. Donc, ce faisant, veut en finir une fois pour toutes avec cette opiniâtreté arménienne. Et donc, les Arméniens du Karabakh n'ont d'autre choix que de proclamer à leur tour leur indépendance, non pas vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, mais vis-à-vis du pouvoir central de Moscou, puisque l'Union soviétique n'a pas encore disparu, elle disparaîtra quelques mois plus tard. Et donc, c'est une question vraiment d'autodétermination, et c'est là la complexité du conflit du Karabakh, puisqu'il oppose deux concepts antagonistes du droit international. D'un côté, l'autodétermination, de l'autre, l'intégrité territoriale. Or, on sait que les fondements juridiques du conflit du Karabakh sont très flous, puisque jamais le Karabakh n'avait fait partie de l'Azerbaïdjan à l'époque, lors de la période des courtes indépendances des trois républiques du Caucase, c'est-à-dire la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, entre 18 et 1920. Donc on assiste de 91 à 1994 à une guerre totale, menée d'une part par l'armée azerbaïdjanaise et de l'autre par les forces arméniennes du Haut-Karabakh, elles-mêmes soutenues par l'Arménie, à savoir que l'Arménie n'a jamais, en aucun cas, déclaré la guerre à l'Azerbaïdjan. Si elle déclarait la guerre, elle apparaîtrait comme un pays belligérant, un pays qui annexe, si vous voulez, qui envahit un territoire d'un pays voisin. Donc c'est une question très claire où c'est les forces autodéfense du Karabakh qui se sont mobilisées, qui se sont battues dans un rapport de force qui ne leur était pas favorable et qui ont réussi le miracle de la victoire militaire en 1994. Les Russes, au début, les pouvoirs soviétiques avaient soutenu l'Azerbaïdjan lors du temps de l'Union soviétique. Après 1991, les armes appartiennent à celles qui peuvent les acheter. Du coup, beaucoup de mercenaires ukrainiens, russes avaient servi aux côtés des Azéris, aux côtés des Arméniens. Et la politique de Moscou était fluctuante. Mais on peut dire une chose, c'est que les relations entre Boris Yeltsin et le président arménien de l'époque, Levon Petrosyan, étaient excellentes. Les Russes n'avaient pas la même influence, n'avaient pas la même force de dissuasion qu'aujourd'hui. Les Turcs étaient complètement alignés sur l'OTAN à l'époque, c'est plus comme le cas aujourd'hui. Et les Azéris étaient à genoux. Les Arméniens ont réussi l'impossible, c'est-à-dire une victoire militaire en 1994, au prix d'âpres combats. Mais ils ont commis, en tout cas à Erevan, une erreur tragique, une erreur funeste. Ils n'ont pas reconnu l'indépendance du Karabakh. Le Karabakh n'a jamais été reconnu par la République d'Arménie pour une raison simple, c'est que l'Arménie ne voulait pas apparaître comme un pays belligérant et surtout l'Arménie pensait qu'elle serait la seule à reconnaître le Karabakh, il n'y avait pas d'autres États qui suivraient derrière elle. Donc c'est un petit peu ce problème-là qui s'était posé à l'époque. Et de 1994 à 2016, on peut dire que la situation elle est gelée sur le papier. Les forces arméniennes du Karabakh contrôlent le territoire de l'ancien oblast, c'est-à-dire l'ancienne région autonome, plus à peu près, je dirais, 12 000 km², parce qu'en tout, ça fait à peu près 11 500 km², donc plusieurs milliers de kilomètres carrés de territoire. C'est les fameux 7 districts azerbaïdjanais qui, il faut le dire aussi, étaient des territoires peuplés à majorité d'Azéris. Et ces Azéris-là, ils ont fui en masse les avancées arméniennes en 92, 93, 94. Et on s'est retrouvé avec plus de 800 000 réfugiés azerbaïdjanais donc en Azerbaïdjan. Et donc, cette génération-là, issue de la guerre du Karabakh, va nourrir un sentiment de revanchisme, un sentiment, on va dire, d'arménophobie, exacerbé par le pouvoir azéri en place, qui tire sa légitimité sur, bien entendu, la rente pétrolière, mais aussi sur un récit national construit sur la haine des Arméniens. Et donc, pendant des décennies, les Azéris, au lieu de chercher une solution honorable, c'est-à-dire la paix contre les territoires... C'est ça, mais à ce moment-là, on arrive effectivement au moment où les Azéris vont essayer de reconquérir ce territoire. 2016, avril 2016, a lieu une guerre éclair de 4 jours. Les Russes sifflent la fin de la partie au bout de 4 jours. C'est ça. Et cette guerre-là, déjà, montre que les Azéris ont un armement bien plus considérablement moderne que l'armement arménien, grâce justement à leurs alliances avec la Turquie, mais aussi la capacité de leur force, leur pouvoir d'achat, qui fait qu'avec Israël, ils ont un accord d'échange de pétrole contre livraison de drones et de matériel. C'est les fameux drones tueurs. Apport, bien sûr, plus le matériel, plus Israël qui regarde l'Azerbaïdjan avec intérêt, parce que c'est son arrière-cour contre l'Iran. Oui, bien sûr. Donc il y a une vraie collaboration entre les services azerbaïdjanais et israéliens dans le contrôle de la frontière azerbaïdjano-iranienne, plus le Pakistan aussi, qui est un pays, il faut le dire, terroriste, qui est allié avec l'axe pan-turquiste et qui appuie à fond militairement l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc l'Arménie se trouve vraiment très isolée dans cette configuration géopolitique. L'Arménie accuse un retard considérable parce qu'elle s'est retrouvée complètement à l'écart des grands projets d'infrastructures en hydrocarbures. Le fameux éoléoduc, gazoduc reliant Bakou au port méditerranéen de Ceyhan en Turquie contourne l'Arménie. Et à partir de 2002, on voit bien que le rapport de force change quand l'Azerbaïdjan inaugure ce fameux oléoduc
L'Arménie est complètement isolée donc sur ce plan-là. Et l'alliance sécuritaire, l'alliance de défense qui lie l'Arménie à la Russie aussi voit accroître une certaine asymétrie, puisqu'il faut le dire, les Russes ne croient pas au terme d'alliance, ils croient qu'on est soit vassal, soit ennemi. Et le fait que l'Arménie soit un vassal ne va pas forcément la protéger à vitam aeternam. On ne va pas considérer par exemple la Russie comme une alliance, une assurance vie, puisque même si les Russes maintiennent des bases en Arménie depuis 1992, même si les Russes contrôlent la frontière avec la Turquie et avec l'Iran, ils ne considèrent pas le Haut-Karabakh comme un territoire sanctuarisé. Et la guerre de 2020 va montrer que effectivement les Arméniens sont terriblement seuls, puisque les Russes ne se prêtent pas au jeu de l'alliance, en tout cas elle ne marche pas pour le Karabakh. Et il faudra attendre 44 jours pour que la Russie puisse intervenir et obtenir un cessez-le-feu. Là, on est au cœur de cette fameuse guerre du Haut-Karabakh. Vous disiez tout à l'heure, pour l'Arménie, en définitive, c'était à la fois récupérer une zone qui historiquement leur était chez eux, où il y avait beaucoup de sanctuaires et une partie de l'histoire de l'Arménie. Un des berceaux, en tout cas. Voilà, donc de ce côté-là, il y avait une logique. D'un autre côté, c'est vrai on peut dire aussi que les Azéris disaient, mais on ne peut pas nous prendre une partie de notre territoire, on ne prend pas une partie d'un territoire comme ça par une conquête, ce n'est plus dans le monde actuel, ça ne se fait pas. Le seul problème qu'il y avait, pour nous, les Occidentaux en tout cas, c'est que c'est pourtant bel et bien ce qu'on a fait nous-mêmes et provoqué et réalisé dans les Balkans, quand on a créé le Kosovo, en séparant de la Serbie le Kosovo, alors en sortant justement une partie d'un État pour des motifs justement qui n'ont rien à voir. Donc là, l'exemple, si vous voulez, des Balkans et du Kosovo, justement, permettait de justifier au niveau de l'Arménie le problème du Haut-Karabakh. Alors quand vous voyez la carte du Karabakh et de toute cette zone tampon, on comprend que l'intérêt des Arméniens qui ont conquis ces territoires en 93-94, c'est d'obtenir une zone de sécurité, une zone tampon qui servirait de monnaie d'échange dans la perspective d'une résolution politique, pacifique du conflit du Karabakh. Or, le groupe de Minsk, ce groupe de contact composé par une vingtaine d'États et coprésidé par les Français, les Américains et les Russes, donc c'est le seul forum, on va dire, où les diplomates de ces trois pays travaillaient ensemble, était un groupe de contact qui n'a jamais véritablement réussi à rapprocher, encore une fois, des points de vue antagonistes, c'est-à-dire intégrité territoriale versus autodétermination. Et on voit aussi une hypocrisie de la part des Occidentaux, parce que vous avez souligné l'exemple du Kosovo, qui est une amputation de la Serbie, en fait après un État mafieux, mais c'était l'argument de l'autodétermination qui avait valu au Kosovo. Alors, moi, j'ai un autre exemple qui m'intéresse, parce que je trouve que j'ai grandi au Portugal et je me rappelle très bien des événements du Timor oriental, ce dernier État, né en 2002, suite au référendum d'autodétermination de la population Timor contre l'Indonésie. Le Timor oriental, c'est un exemple de ce qu'on appelle une sécession remède. C'est-à-dire quand vous avez une population civile qui est menacée d'extinction, la sécession remède est le seul moyen de garantir sa sécurité physique. Et je crois que cet argument-là sert vraiment pour le Karabakh. Le Karabakh, c'est une population menacée par une politique d'arménophobie, une politique d'extermination qui a fait ses preuves au Nakhitchevan dans les années 1920-30, sans parler du génocide arménien auquel des élites azerbaïdjanaises avaient participé. Et bien ça n'a pas valu. Pourquoi ? Parce que malheureusement, pour les Arméniens, ils ne se trouvent pas dans le bon camp. L'Arménie se trouve dans le bloc post-soviétique. Elle est un allié, pour ne pas dire un vassal de la Russie. Et quand vous pouvez vous faire des déclarations vues de Paris d'amitié au nom d'Aznavour, au nom de l'amitié traditionnelle franco-arménienne qui retombe aux croisades, N'oubliez pas que le dernier souverain d'Arménie cilicienne était un Français, il s'appelait Léon de Lusignan, enterré d'ailleurs à la basilique Saint-Denis. L'amitié et les sentiments n'ont aucune incidence en relations internationales. Et c'est quelque chose que les Arméniens ont du mal à comprendre. Surtout quand ils voient que la France, il y a un capital d'arménophilie, l'Arménie de son côté est membre de l'OIF, un membre très d'ailleurs, on va dire, enthousiaste. Et elle a organisé en 2018 le sommet des chefs d'État de la francophonie. Tout cela n'a aucune incidence dans les rapports de force, puisque, encore aujourd'hui, c'est la Russie qui est qui a garante de la sécurité. Oui, mais alors, comme vous dites, c'est la Russie qui est devenue le suzerain, le grand frère, peu importe, qui est là, qui est derrière. Et parce que c'est la Russie qui est considérée comme le pays qui contrôle la zone, eh bien, du coup, les Occidentaux ne bougent pas alors qu'ils assistent à quelque chose où, lorsque ça se passe ailleurs,
provoque des drames affreux. Les rapports de force ont changé en 2020. Contrairement à la guerre éclair de 2016, la grande nouveauté de 2020, c'est l'intrusion turque. C'est l'apparition de la Turquie justement dans ce précaré russe. Considérer que justement les Turcs considéraient qu'ils avaient des intérêts dans la région en tant qu'alliés fraternels de l'Azerbaïdjan. Et puis n'oubliez pas que l'intérêt, en tout cas le calcul d'Ankara, c'était de reproduire un scénario qui a fait ses preuves en Syrie, c'est-à-dire le processus d'Astana, c'est-à-dire un condominium russo-turc, comme on a vu en Syrie, avec les zones de désescalade, avec le processus d'Astana. Donc le projet était de réitérer cet exemple dans le Caucase Sud. Or, on voit bien que les Russes n'étaient plus aussi forts qu'avant. Ils n'ont pas pu empêcher complètement la percée turque, mais ils ont empêché en tout cas une chose, c'est que les armées turques ne se déploient pas dans le Karabakh, puisque le cessez-le-feu, l'accord tripartite du cessez-le-feu de novembre, qui a gelé, qui a fait que les Arméniens se sont retrouvés avec un territoire complètement amputé de 75% des territoires qu'ils contrôlaient avant. Donc le Karabakh arménien se retrouve un pays croupion de 2900 km², indéfendable en l'état, avec une présence de plusieurs milliers de soldats russes de maintien de la paix. Mais qui maintiennent la paix. Encore faut-il que ces derniers mois, dans le contexte du déclenchement de la guerre avec l'Ukraine, les Azéris ont profité que les Russes soient occupés ailleurs pour avancer leurs pions et grignoter toujours plus de territoire, puisque la stratégie de l'Azerbaïdjan est la suivante. Les Azéris ne sont pas satisfaits de cette situation. Ils considèrent la présence russe comme une force d'occupation. Ils n'ont qu'un but en tête, c'est éliminer toute présence arménienne dans le Karabakh. Donc là, ils continuent une guerre à huis clos, une stratégie de grignotage de territoire. Et pour ce qui est des Russes, peu importe la taille du Karabakh, peu importe sa démographie, mais le fait qu'il y ait une population arménienne qui se maintienne, c'est encore pour eux le prétexte pour que les forces russes se maintiennent. Parce que quand les Russes ont débarqué en 2020 au Karabakh, c'était pour un mandat de 5 ans, mais on sait très bien que dans la tête des Russes, c'est pour revenir définitivement dans une région d'où ils sont présents depuis le tout début du 19e siècle. C'est ça. Et le Karabakh, avant d'être arménien ou avant d'être tatar ou azéri, il était russe, d'un point de vue politique. Et donc dans la tête des Russes, leur présence, forcément, elle est sur le très long terme. Et pour qu'il y ait présence militaire russe, il faut qu'il y ait une population arménienne à défendre. Donc ça, c'est le point de vue russe. Mais si il est fort possible que les Azéris s'accordent avec les Russes sur d'autres terrains, puisque les Azéris sont considérés par Moscou comme un partenaire important, parce qu'ils ont une frontière terrestre. Ils ont une frontière terrestre, contrairement à l'Arménie par le Daghestan. Et le projet russe, justement, c'est de contrôler les voies de communication qui longent la mer Caspienne jusqu'à la mer Noire, en passant justement par la frontière azéro-iranienne, arméno-iranienne. Mais on revient toujours sur la notion de zone de sécurité. Et la grande question, c'est qui va contrôler ces voies de communication. Et pour l'instant, les Turcs et les Russes sont d'accord pour les débloquer, mais les Arméniens regardent ça avec beaucoup d'inquiétude parce que les Azéris, depuis la fin du cessez-le-feu, veulent pousser leur avantage au maximum, en obtenant le maximum de concessions à la fois territoriales, mais aussi politiques, puisque ce que veulent les Azéris, c'est une capitulation totale de l'Arménie, donc l'abandon du Karabakh arménien, un Karabakh complètement azéri, mais aussi ce qu'on appelle un corridor souverain azéri qui passerait par le sud de l'Arménie. Or, le sud de l'Arménie, c'est une région d'une importance stratégique capitale. C'est une faible bande montagneuse qui fait obstacle, et le verrou, si vous voulez, le dernier verrou stratégique contre le panturquisme, puisque cette région qui s'appelle le Syunik, elle relie l'Arménie à l'Iran. Et elle empêche le fait que les Azéris aient une continuité territoriale avec la Turquie. Donc ce qu'on peut dire quand on vous écoute, c'est que l'affaire n'est pas terminée d'abord, c'est bien évident. Malheureusement, d'ailleurs, l'affaire n'est pas terminée parce que les intérêts azéris, les intérêts turcs sont en jeu, que les intérêts russes le sont aussi, que l'Iran, vous venez de les citer, a un intérêt direct aussi à avoir ce lien avec l'Arménie et qui lui permet aussi d'avoir un lien vers le nord. Tout à fait. Avec les Russes. Donc on est bel et bien, vous êtes au cœur, comme vous l'avez dit au début de cette interview, on est au cœur d'un nœud de communication, de rapport de force entre différentes zones et différents pays. Donc l'Arménie n'a pas un avenir heureux, sombre et tranquille, parce que à l'évidence même, elle va subir des pressions de tous côtés. Pour faire bref, l'Arménie est entourée d'ennemis mortels, l'axe turco-azéri, panturquistes, génocidaires, et de vrais faux amis, puisque les Iraniens ont leur intérêt. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Arméniens qui réclament le maintien du statu quo. Et les Russes, on a bien vu que s'ils considèrent l'Arménie comme une variable d'ajustement et pas comme
un pays frère, uni par une communauté, une communion de valeurs et d'intérêts géostratégiques. Donc vous voyez, je crois qu'on peut, alors on arrive à la conclusion de cette émission. Ce qu'on peut tirer comme leçon, au-delà du fait de, je crois que maintenant vous pouvez mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est passé depuis le début de l'histoire avec son évolution et ses tristes évolutions successives. Aujourd'hui, le problème n'est évidemment pas réglé. On vient de voir que les Russes, on verra ce qui commence après la guerre en Ukraine, on verra où ils en sont, quelle sera leur position, avec tous les changements d'alliance qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. On verra les Azéris, qui ont toujours envie, comme ça a été dit, mais qui sont appuyés par les Turcs. On a vu aujourd'hui qu'il y a une volonté turque d'expansion dans toute la zone. Enfin, Erdogan est là pour nous le montrer tous les jours. Bon, mais n'oublions pas l'Iran, qui va bientôt, normalement, revenir dans le circuit parce que la paix est en train de s'installer au Moyen-Orient. Et donc, progressivement, difficilement, mais elle est en train de se faire. Donc, on est en train d'arriver aujourd'hui à des changements fondamentaux et dans lesquels, comme je le disais, comme vous l'avez rappelé très bien dans votre livre et dans votre deuxième livre sur la géopolitique de l'Arménie, eh bien, c'est au cœur stratégique de toute cette zone, en définitive. Et là, on est véritablement, et il faut l'avoir en tête, dans un élément géostratégique majeur en ce qui concerne le futur de cette région. C'est pour ça que le Haut-Karabakh, ce n'est pas uniquement le Haut-Karabakh que peu de Français connaissent ou savent situer sur une carte. En réalité, c'est un lieu où, dans le futur, il va y avoir beaucoup de choses qui risquent de se passer et donc il faut regarder très attentivement. Merci d'être venu, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je crois que c'était important parce que, comme nos auditeurs connaissent très mal et l'histoire et cette zone, enfin en ce qui concerne cette partie du monde, je pense que c'est nécessaire que nous puissions leur donner des éléments de réflexion pour qu'ensuite, quand quelque chose se passera, ils puissent comprendre et qu'ils se sentent un peu plus concernés qu'ils l'ont été dans la dernière guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Merci. Merci à vous. Voilà, encore, on déplace les sujets vers d'autres horizons. Effectivement, pour plus de précision, vous pouvez vous référer et acheter ces merveilleux livres de géopolitique sur l'Arménie. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur openboxtv.fr. Encore des sujets à venir passionnants avec des invités experts autour d'Alain Juillet. Je vous remercie et à bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Openbox TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.